Mike Pompeo vient d'achever une tournée d'adieu. Les derniers jours de Pompeo, comme de nombreux titres de la presse du monde entier se sont amusés à décrire, il est intéressant de voir que les derniers grands efforts diplomatiques sont menés par le diplomate en chef et non pas par Donald Trump lui-même. C'est pourtant la marque des derniers mois d'une présidence en pleine transition, de voir des mouvements de discussion pour marquer son empreinte dans l'histoire. En décembre 2000, Bill Clinton recevait à Washington puis à Taba, à la frontière égyptienne, l'Israélien Ehud Barak et le Palestinien Yasser Arafat pour tenter de sauver les accords d'Oslo en vain. Et George W. Bush, qui ne s'était pas fait remarquer par son ambition diplomatique, avait fait de même dans les dernières semaines de sa présidence, toujours entre Israéliens et Palestiniens. À l'époque, c'était Ariel Sharon et Mahmoud Abbas. Et c'est là Mike Pompeo qui a clairement des ambitions présidentielles futures, qui profite du vide ou de l'absence d'intérêt direct de Donald Trump pour solidifier ses amitiés au Proche-Orient, en se rendant sur le plateau du Golan, que l'administration Trump a reconnu comme territoire souverain israélien aux grandes dames des Palestiniens. Et les plus perspicaces auront remarqué qu'il était accompagné de leaders chrétiens évangélistes qui, dans ce genre d'opération médiatique, servent surtout à sa base électorale aux États-Unis. Mais Pompeo veut surtout cimenter cette notion d'alliance qui est indéniablement un accomplissement remarquable de l'administration Trump. Ces accords d'Abraham de normalisation entre Israël, le Bahreïn et les Émirats arabes unis, mais surtout souder l'union secrète entre Israël et l'Arabie saoudite autour de leur ennemi commun, l'Iran, secrète puisque le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, se serait rendu discrètement ce week-end en Arabie saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Slimane sous l'égide de Mike Pompeo, même si Riyad dément et qu'il n'y a aucune image forcément, mais c'est pourtant ce front commun, cette alliance improbable il y a encore quelques années que veulent imposer ces acteurs de la région comme un message clair contre l'Iran, mais c'est également un message à l'égard du président élu Joe Biden qui a l'ambition de rejoindre le deal sur le nucléaire iranien. Oui, le retrait de Trump de ces accords est probablement le chantier diplomatique, Stéphane, qui va être le plus difficile à reprendre pour l'administration Biden. Oui, mais sans doute aussi le plus spectaculaire, puisque la volonté a été affirmée de réintégrer, comme vous le dites, dans le jeu de cet accord iranien, qui est totalement vomi, entre guillemets, par les alliés américains que sont Israël, les États du Golfe, vous venez d'en parler, et évidemment l'administration sortante. Absolument, mais ça va être très dur de réintégrer l'accord iranien. Il aurait fallu 7 ans à Barack Obama pour conclure avec ses alliés européens ce deal avec les Iraniens, 7 ans de pression, de sanctions, de menaces avant d'arriver à mettre tout le monde d'accord et tout le monde à la table des négociations. Biden ne peut pas retourner dans cet accord tel quel. D'abord parce qu'il y a eu des violations. D'après l'Agence de l'énergie atomique, l'Iran enrichit son uranium 12 fois plus que la limite autorisée, mais également parce qu'il y a dans son camp des élus qui refusent de réintégrer l'accord, un très proche comme le sénateur du Delaware Chris Coons, qui conditionne un retour si Téhéran cesse son programme de missiles balistiques. La durée de l'accord est également en question. Bref, il faudra vraiment retourner à la table des négociations avant de rejoindre le deal. Et pour qu'il soit ratifié, Biden aura besoin du Congrès et donc de tous ses soldats élus et d'une main tendue dans les rangs républicains s'il ne tient pas la majorité, vous venez d'en parler, au Sénat le 5 janvier prochain avec les fameuses 2 élections spéciales de Géorgie. L'accord, c'était un jeu d'équilibriste entre limitation de l'enrichissement nucléaire, fin des sanctions économiques, inspection et transparence totale. Le tout à l'époque pour 15 ans, il en reste seulement 10 sur le papier et trop d'éléments ne sont plus du tout respectés pour permettre aux Américains de réintégrer le deal aux grandes dames des Européens qui savent qu'en l'état, cet accord est caduc. Biden et Anthony Blinken, le futur nouveau secrétaire d'État, devront donc trouver un autre moyen pour restreindre Téhéran dans sa course à l'arme nucléaire. Alors, si on se base, c'est la dernière question, si on se base sur les premières annonces en termes de politique étrangère venant du président élu Joe Biden, est-ce que ce n'est pas finalement retour vers le futur? On reprend effectivement la politique d'Obama telle qu'elle était et on efface tout ce que Donald Trump a fait jusqu'ici? Oui, retour vers le futur. Pour certaines têtes d'affiche, c'est retour à l'enseigne avec des airs de déjà-vu, des airs de 3e mandat d'Obama. C'est clairement le retour des professionnels de la politique. C'est un vétéran de la diplomatie, donc Anthony Blinken, qui est au secrétariat d'État. C'était le numéro 2 de John Kerry, qui devient lui-même envoyé spécial sur le climat et qui aura pour mission de rejoindre les accords de Paris. C'est un signal fort vers les supporters du Green New Deal. Donc du familier, mais aussi de l'inédit. Souvenez-vous, le premier cabinet de Donald Trump, c'était 90% d'hommes blancs. Là, c'est clairement la diversité de genre et les minorités qui vont faire leur retour dans les plus hauts postes gouvernementaux avec 2 inédits. Une femme à la tête des agences de renseignement, Avril Haines, ex-agent de la CIA, formée à la NSA, mais également une ancienne dans les coulisses de l'administration Obama.
à la tête du Homeland Security, l'équivalent du ministère de l'Intérieur. C'est le premier latino-américain. Il est d'origine cubaine. Il s'appelle Alejandro Mayorkas. Mais lui aussi, il vient d'avant l'ère Trump. Donc ce n'est pas vraiment on prend les mêmes et on recommence. C'est plutôt on prend les seconds et on recommence. Une nouvelle génération aux yeux du grand public, mais bien des vétérans d'Obama dans la réalité. À noter qu'on attendait Pete Buttigieg, l'ex-candidat aux primaires démocrates, proche de Biden, vétéran d'Afghanistan, polyglotte. On l'attendait peut-être comme ambassadeur aux Nations Unies. C'est une spécialiste des affaires étrangères qui a traversé les administrations Carter, Reagan, qui a été nommée. Elle fera l'unanimité, même chez les républicains. Biden a fait dans le consensuel. Donc Pete Buttigieg, on le verra peut-être, donc le meilleur Pete, comme porte-parole de Biden ou aux affaires militaires dans un poste au Pentagone. Mais ce qui est certain, c'est que les nouvelles têtes se font toujours attendre. Joe Biden a préféré s'entourer de très proches, des femmes et des hommes de l'ombre qu'il vient de mettre à la lumière. Retour quand même en force de l'environnement, avec pourtant un homme qui incarnait pour l'administration Trump tout ce qu'il rejetait, puisqu'on a parlé de l'accord iranien, hein, David, c'est John Kerry. John Kerry, qui est l'artisan pour le président Obama de l'accord iranien, qui revient comme espèce de tsar de l'environnement pour le futur président Biden. C'est pas une forme de provocation, ça, vis-à-vis de l'ancien président? C'est clairement une forme de provocation parce qu'en effet, il incarne le deal sur le nucléaire iranien. Puisqu'on parlait de certification, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été nommé dans un poste de cabinet, il a été nommé comme un envoyé spécial, donc il n'a pas besoin de confirmation au Sénat, donc il est plutôt en roue libre. Et ce qui est intéressant de voir également, c'est que toutes les personnes qui ont été nommées par Joe Biden pour l'instant ont fait partie avant d'administration, ils étaient numéro 2 ou numéro 3 de Homeland Security ou du département d'État, donc ils ont déjà été certifiés par ces mêmes sénateurs il y a 8 ans, et donc ça serait compliqué pour ces mêmes sénateurs de dire ah bah non, celui-là en fait je l'ai certifié à 8 ans mais aujourd'hui je le certifierai pas. Donc c'est là que Biden est vraiment très mal.